Nassourdine Imavov contre Chris Curtis, ça a été annoncé hier ou avant-hier. Euh, Nassourdine va rouler sur Chris Curtis. Je vais expliquer ça dans cette rapide vidéo. Alors, ce ne sera pas l'analyse officielle. On en refera une à l'approche du combat où on va vraiment passer avec Brian en revue tous les combats récents des deux côtés et établir une analyse plus précise. Mais ici, on va déjà faire une pré-analyse. Comme ça fait du contenu. Et oui, je suis en train d'enregistrer la vidéo en marchant dehors. Je vais faire un petit interlude là-dessus avant de parler MMA. C'est important dans les 3 heures suivant le réveil de voir la lumière du jour. Et aujourd'hui, pour une fois, c'est un des 4 jours où en Belgique il fait beau, donc j'en profite. Bref, par rapport à Curtis contre Nassourdine Imavov, je pense que c'est un très très bon combat pour Nassourdine. Il sort d'un combat difficile face à Sean Strickland, où il a été mis sous pression, il a été forcé dans un rythme qu'il ne voulait pas et qu'il n'était pas spécialement capable de soutenir pendant 25 minutes. Donc ici, face à Chris Curtis, qui est aussi quelqu'un qui généralement met pas mal d'intensité dans ses combats, c'est un bon moyen pour Nassourdine de montrer qu'il a bossé sur les défauts que Sean Strickland a pu montrer chez lui. Donc je trouve que c'est un très bon match-up, vraiment. En plus de ça, il y a énormément à de points et d'éléments sur lesquels capitaliser pour vraiment s'assurer une belle victoire contre Chris Curtis. C'est typiquement le genre de profil face auquel il y a moyen de faire une belle performance et de bien s'exprimer. Il y a des profils face auxquels le seul moyen de gagner, c'est un peu sur un combat ennuyeux que les fans ne vont pas aimer. Chris Curtis, je trouve que c'est tout l'inverse. Il y a vraiment moyen de produire quelque chose qui, stratégiquement et techniquement, soit plaisant pour tous les fans. Donc on va commencer sur l'aspect stratégique et puis je vais passer sur les aspects techniques qui seraient intéressants pour le français dans ce combat. Donc d'abord sur l'aspect stratégique, c'est assez simple. Nassourdine n'est pas spécialement un lutteur, plutôt un gars du pied-point qui exprime très très bien son striking. Donc quand tu vois la statistique de Chris Curtis qui s'est jamais fait amener au sol à l'UFC, malgré plus de 20 amenés au sol sur lui, il faut partir du principe que ce serait pas utile de chercher à lutter. Donc ça, c'est une première base. Tu peux éventuellement utiliser des feintes de lutte pour pouvoir ouvrir certaines phases debout, mais dépenser de l'énergie pour lutter, je pense pas que ce soit une bonne idée. Je crois que dans le premier round, Jack Hermanson fait une tentative de single leg, ensuite il monte la jambe et il essaye de striker par derrière. Ça peut être une idée. Mais par contre, dépenser toute de l'énergie pour vraiment essayer d'amener Chris Curtis au sol, surtout vu la différence de gabarit, on a un Chris Curtis plus petit, un Nassourdine bien plus élancé. C'est beaucoup d'efforts. Donc ça, déjà, j'enlèverai de la stratégie. Et le deuxième point qui est très important au niveau stratégique pour moi dans ce genre de combat, c'est le rythme. Alors, je vais d'abord définir le rythme parce que chaque équipe a des définitions différentes. Pour moi, le rythme, c'est définir toi-même quand tu es à distance d'échange et quand tu es à distance safe. Donc, le MMA, debout, c'est qu'une question de distance. Si tu es à 4 mètres de ton athlète, de ton adversaire, pendant toute la durée du combat, eh ben, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Si tu abordes le combat un peu comme, je vais prendre un bête exemple, Usman contre Colby Covington la première fois, tu as l'impression qu'ils ont passé le combat à 50 cm l'un de l'autre. C'était vraiment à distance de pied-point et ça a beaucoup échangé. Et le rythme, c'est savoir varier entre, je ne vais pas dire ces deux distances parce que tu ne vas pas passer de 4 mètres à 50 cm, mais vous voyez ce que je veux dire, tu vas passer d'une distance où ni l'un ni l'autre ne peut se toucher à une distance, idéalement quand tu es le plus grand comme Nassourdine face à Chris Curtis, à une distance où toi tu peux le toucher et lui ne peut pas te toucher parce que de par la différence de taille, il y a une petite, on va dire il y a 5-6 cm. Il y a une zone de 5-6 cm où toi tu sais toucher, mais lui est incapable de te remettre. Donc ça c'est la distance idéale pour Nassourdine. Et puis il y a la distance d'échange qu'il faudra essayer d'éviter au maximum face à Chris Curtis. C'est celle où Chris Curtis peut te toucher et automatiquement, toi étant plus grand que lui, tu peux le toucher aussi. Chris Curtis, vraiment, c'est boxe anglaise. C'est quelqu'un qui utilise
ultra majoritairement ses poings, qu'il les utilise bien, qu'il a une affection particulière pour les body shots. Il fait ça très bien, surtout quand c'est lui qui a le centre de la cage. Et ça aussi, ça va être très intéressant. Donc, Nassourdine, ce qu'il y a d'important, c'est que ce soit lui en contrôle du rythme, donc en contrôle de la distance. On a vu Chris Curtis, c'est quelqu'un de très, très dans l'émotion. Il est à mort dans l'émotion, il se frustre extrêmement vite. Il a le sang chaud sur les réseaux et ça se ressent à mort dans sa façon de combattre. Jack Hermansson a pu exploiter ce côté impulsif de Chris Curtis. Il l'a complètement frustré et en plus on ne peut même pas reprocher quoi que ce soit à Jack Hermansson. Chris Curtis est parti en, j'ai pas envie de dire le mot, après le combat, en râlant sur Jack Hermansson, genre t'as évité le combat. Non, quand tu rentres dans une cage, si tu veux toi-même imposer ton rythme et donc provoquer l'action et que tu es face à quelqu'un qui circule de l'extérieur, c'est ton rôle d'être capable de cadrer un athlète. Tu es un athlète professionnel, apprends à te déplacer, apprends à développer ton footwork pour pouvoir cadrer un adversaire et mettre la pression. Bref, tout ça pour dire que Nassourdine, il a une chance ici, selon moi, c'est travailler là-dessus. Il est plus grand, il peut engager et sortir, il le fait d'ailleurs très très bien, il travaille très très bien sur des in and out comme on dit, des entrées-sorties. Il est plus grand, donc il peut vraiment toucher, sortir avant de se faire toucher, sans trop de problèmes normalement, même si c'est en garde ouverte. Je pense que son jab peut très très bien toucher, d'autant plus qu'au MMA Factory, on voit qu'ils travaillent tous sur un bon jab en garde ouverte. Le meilleur exemple, c'est Cyril Gane dans l'équipe. Donc ça, c'est une première chose. C'est engager dans une distance où tu peux le toucher et sans lui que puisse te toucher, ou même à une distance d'échange, quand toi tu le souhaites, quand Nassourdine le décide. Quand Chris Curtis veut casser la distance, désengager, pour moi, c'est la solution vers laquelle partir parce que il se frustre énormément. Donc, si à chaque fois qu'il engage, tu désengages et que quand toi tu engages, tu es sorti au moment où il peut te toucher à l'échange, ça va vite le frustrer, il va vite perdre ses moyens, vraiment. Donc, ça, c'est une chose. En plus de ça, Chris Curtis, c'est pas quelqu'un qui utilise beaucoup de mouvements de tête et il chasse pas beaucoup défensivement. C'est quelqu'un qui va soit désengager, soit bloquer haut, mettre une garde haute. Et un truc que personne n'a encore su bien exploiter contre lui et qui pourtant fonctionnerait bien, c'est les coups au corps. Vraiment. Je comprends pas pourquoi les gens n'attaquent pas son corps parce qu'il est ultra ouvert. Tu feintes ton jab à la tête, tu pars sur un direct au corps, ça va passer. Tu feintes ton jab à la tête, tu pars sur un middle kick en garde ouverte, ça va passer. Un truc que Jack Hermansson a très bien fait, c'est exploiter les high kicks. Et on a vu, Chris Curtis, il bloque haut super souvent. Du coup, tu envoies 2-3 high kicks sans trop de puissance pour pas fatiguer ta jambe. Et puis tu envoies un middle kick, mais il va passer crème. Donc là, je suis déjà parti sur plutôt les techniques. J'ai fait la transition de l'aspect stratégique vers l'aspect plutôt tactique ici. Technique, on va dire. Donc ça, c'est un truc, attaquer le corps. Les jambes, les low kicks, ça passe dans tous les cas. Jack Hermansson, je crois qu'il a envoyé 27 low kicks qui ont touché sur 30 envoyés. C'est énorme comme stat. Le mec a su défendre que 3 low kicks sur 30, que 10%. Je pense que c'était en désengageant. C'est un truc de ouf. Et je pense que Kelvin Gastelum a très très bien exploité ça aussi. Et vous remarquerez, Gastelum gaucher, Hermansson droitier. Donc même en garde ouverte et en garde fermée, Curtis est sujet au low kick. Donc ça doit faire partie de la stratégie. Il n'y a pas le choix. Et j'ai oublié de dire. Donc à un moment aussi dans le deuxième round, il y a Jack Hermansson qui envoie un high kick. Et même si Chris Curtis le bloque, il est sonné. Après ça, il y a Jack Hermansson qui fait un rush dessus, qui envoie des chouettes coups de coude. Mais je pense que Jack Hermansson, sur cette séquence d'une trentaine de secondes, il envoie 100% de ses coups à la tête face à, je ne vais pas mettre avec mon téléphone, mais face à un Curtis qui a les bras mais ultra hauts et qui se met limite en boule debout. Mais son corps est tellement ouvert et on n'a pas vu le moindre coup de genou, on n'a pas vu prendre la distance, mettre un middle ou envoyer des crochets au corps vers le foie par exemple. De Jack Hermansson, c'était assez décevant. Ça, c'est la seule partie décevante de la performance de Jack Hermansson, c'est que
il allez, tu le sonnes à la tête, très bien, mais après s'il défend bien sa tête, va le finaliser au corps. Il était vraiment dans une position où il aurait pu envoyer un énorme coup de genou, un gros crochet au foie, prendre de la distance, un gros middle kick. Tout ça, ça aurait pu vraiment contribuer vers la fin. Et en plus de ça, si tu le touches bien au corps, ben, à un moment, il va descendre sa garde. Et là, ça va ouvrir ton coup de coude à la tête. Donc, pour résumer, j'ai oublié un point, mais ça, c'était implicite, c'est dans tout ce que j'ai dit. Un point important, évidemment, c'est prendre le centre contre Chris Curtis. Il n'est pas très bon pour mettre la pression. Il n'a pas peur d'être à l'échange, donc c'est ça la difficulté pour prendre le centre contre lui. C'est-à-dire que si tu avances, il ne va pas spécialement reculer, il va souvent accepter d'être à une distance d'échange contre toi. Donc ça, c'est peut-être la difficulté, mais c'est important de pouvoir prendre le centre pour avoir de l'espace derrière soi, pour pouvoir désengager quand lui veut engager, pour pouvoir le frustrer. Et donc là, la boucle est bouclée par rapport à tout ce que j'ai dit dans le début de la vidéo. Moi, mon premier feeling, vraiment, c'est que c'est un combat qui est complètement à la portée de Nassourdine. Et en plus de ça, c'est un combat qui va pouvoir le faire briller. C'est un combat où il va pouvoir bien s'exprimer, bien montrer ses forces, bien montrer ses compétences et revenir dans, alors je sais plus à quelle place il est dans le ranking, mais en tout cas se rétablir comme un top 10 et un potentiel futur profil intéressant à suivre dans la division des middleweight. Et je parle à l'international. On sait évidemment que si on parle français, on est tous intéressés par le suivi de Nassourdine Imavov, mais avec sa défaite contre Shane Strickland, clairement à l'international, on le met un tout petit peu aux oubliettes, pas trop, hein. Évidemment, le combat va être suivi. Mais ici, c'est vraiment une opportunité pour lui de remettre son nom dans les conversations d'intérêt international. Merci à tous d'avoir suivi. J'oublie toujours de le faire. Je suis un très mauvais youtubeur, mais le soutien, ça fait plaisir. Donc, il y a plusieurs manières de le faire. D'abord, gratuit. C'est très simple. Il y a le petit pouce bleu. Ça prend un déplacement de souris. Enfin, ici, je fais une vidéo à la verticale, donc c'est plus agréable à regarder sur téléphone, mais le like est sur un clic. Le commentaire, c'est aussi gratuit. Ça prend un peu plus de temps, mais voilà. Idéalement, un commentaire en lien avec la vidéo. Ça peut être aussi Chris, t'es beau gosse. Ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le partage sur les réseaux, ça c'est gratuit, mais ça fait tellement plaisir. Si c'est pas encore le cas, que c'est la première vidéo que tu regardes de moi, ou la 10e, qu'est-ce que tu attends pour t'abonner? C'est très important. Ou t'abonner, non, ça c'est ton bonnet. Ensuite, il y a les supports financiers. Donc ça, du fond du cœur, merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. J'ai fait un système de membership sur YouTube. Donc en gros, vous pouvez contribuer, je sais plus, c'était 99 centimes, 2,99 €, 4,99 €. Et puis j'ai fait un truc ultra premium aussi. Voilà, ça c'est pour soutenir financièrement à la production, le temps que je prends et tout ce qui s'ensuit. Merci à tous et à bientôt.